Quatrième manche éliminatoire de Star Karaoke 2013. Vendredi 9 août à partir de 21h en direct du studio B de la RTI. Sont en compétition Star numéro 1, Conan Jeunesse Mélissa. Star 2, Loi Magui Franck Aristide Richemont. Star 3, Niaoré Meuti Junior. Star 4, Oté Dali Timothée. Motema nanga soko ekokata perfection makasi mboka ikidimba sommation ya ba chagrin na ba douleur réponse nango ebimegali tombo. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98 089 et à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette quatrième manche de l'édition 2013 de Star Karaoke. Oye, Mamadou Bougo, Mamadou Bola Makaka wa Toifa. Oye, Mamadou Bougo, Mamadou Bola Makaka wa Toifa. Oye, Mamadou Bougo, Mamadou Bola Makaka wa Toifa. Oye, Mamadou Bougo, Alako Mamadou ma Willi wafo makakaloye kotigi weretalolani alakilita Abenga bodola biwili ni horo Ako Mamadou ma Otumane befe kwanu kajobaluto ekama Mamadou edangani nido Asabalila, 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 Amuyuna, Mamadou Sabalila de Alako Mamadou ma Willi wafoto ifakalu kotigi weretalulani alakilita Muhammadu wilini ora Awani folato ifakalu kotigi weretalulani alakilita Toifakalu bana Obana, 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 Obana Oye lalumalu kanyogoka Mamadou kama Oye, Mamadou Bougo, Oye hankilita lukanyogoka Hamidou kama Oye, Mamadou Bougo, Oye Mama Bougo Oye Hamidou Bougo Fokajeli ba Mamadou la Mamadou Sabalila le nebado Note tununya tunawili udona Nebado yo Nebado
betani ukunini nebikele nganisa unyosi kinungunumate vanuka sabali kasabali 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 asabalila 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 amunyona Mamadu sabalila de Fubeka sabalila asabalila 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 amunyona Mamadu sabalila de Fubeka sabalila asabalila 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 amunyuna Mamadu sabalila de. Merci beaucoup, c'est une chanson pleine d'émotions. Eh bien, je rappelle, si la fête de Ramadan, nous sommes toujours en compagnie de nos chantres Aguib Touré, une voix pleine d'émotions. Et nous tenons à vous dire merci parce que malgré votre état de santé, vous avez tenu à être là et à chanter à la gloire du Dieu Tout-Puissant. C'est bien cela. C'est vrai. Et Djemori, ça va, ça se passe bien? Par la grâce de Dieu. La fête se passe comme vous le souhaitez? Oui, alhamdoulilah. Alors, pour la petite histoire, il est important de mentionner que Djemori est le fils du célèbre Mori Kanté. Voilà, c'était une information. C'était une information à savoir, Mori Kanté qui a une célèbre carrière et qui est aussi, bien sûr, héritier de la tradition des griots du Mandé. En tout cas, on peut dire que tel père, tel fils. Hein. Oui, Alors, nous avons une visiteuse sur ce plateau. Voilà, vous êtes toujours à Matin Bonheur. Aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan et tous les coups sont permis. Elle est gentille, elle a décidé de nous faire parvenir, je l'espère, hein, je ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est certainement de la bouillie pour nous permettre de prendre le petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Et bonne fête de Ramadan. Merci. Bien habillée. Toute belle. Merci, et vous alors? Merci. Très élégante. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin? Il y a le lac. Le lac. Le lac. C'est fait avec du mil. Il y a le lait caillé. Mais c'est pas ça qu'on appelle communément le baka là? Oui. Ah d'accord, Oui, c'est ça. D'accord. D'accord, il va falloir qu'on voit un peu. C'est maintenant visible? Ah, il faut pas que ça... C'est le beurre qui est dessus. C'est du beurre? Du beurre. D'accord. Comment ça se prépare? Tu essaies de mettre... tu fais d'abord les grains de mil, bien lavés d'abord, et tu déposes l'eau chaude. Et quand tu as fini de faire les grains de mil, quand l'eau bout, tu essayes de verser les grains petit à petit. Mais la différence de ça avec bouillir, ça c'est encore plus lourd. Ah d'accord, Ouais. d'accord. Et là, ça peut faire combien de temps comme ça de cuisson? De cuisson, 10 minutes. 10 minutes 10 environ. minutes. 10 minutes, ça D'accord. peut aller. Et là, vous avez dit c'est du lait caillé? Ah, c'est le lait caillé. C'est le lait caillé. Wow. J'ai mis des glaçons dedans. Mais la couleur est quand même un peu jaunâtre. Je ne sais pas si on va pouvoir, hein, pour ne pas... si on essaie de l'incliner... C'est le lait caillé avec des on glaçons. se retrouver sur la table. Ça va, c'est visible? Non, je ne pense pas. C'est du lait caillé avec des glaçons. D'accord. Avec des arômes dedans, de vanille. Ok, ça doit être délicieux ça. Ouais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, essayez de commencer à servir. On va voir. Hassan est pressé. Hein. Il est pressé de déguster la bouillie. Malheureusement, Judith Assoumou est là-haut. Certainement, après l'émission, elle aura l'occasion de boire cette bouillie. On va dire le lac. Hein. C'est le lac. D'accord. Avec des grains de raisin. Le raisin là-dedans, c'est pour apporter quoi? Quel goût? Un peu de changement, Un peu de par changement. rapport au bouilli. Mais ça, je veux dire, c'est à quel... Ah, ça se mélange.
Oui. Ok, ok. C'est à quelle occasion ça se consomme? Le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Le à la matin. fin ou bien? Non, non, le matin, le déjeuner. Parce que nous, du matin. l'imam nous a dit de manger léger. Il y a un diététicien aussi qui est passé. Il faut manger léger pendant le mois de Ramadan. C'est la part de qui? De l'imam? L'imam. D'accord. Voilà, l'imam Yao Mohamed est sur ce plateau avec lui. Nous allons échanger. Allez-y, allez-y, continuez. Notre invitée, notre bienfaitrice, on peut le dire, s'appelle Ami Gay ou Ami Foula. Aussi excellente cuisinière. Et quand tu le Est-ce que ça a bon goût quand on le mélange comme ça? Oui, oui, oui. Bon, d'accord. Ça s'accompagne. De toute façon, le lait, et je conseille aux femmes, quand elles décident de faire la bouillir, il faut toujours bien laver les récipients, c'est important. Bien laver, l'hygiène, voilà. La précision est de taille. Toujours bien laver les récipients. Imam, vous voulez goûter? Bien sûr. On va servir les choses. Démourir. Voici ta part. Ah, vous êtes imam aussi. Naguib, vous êtes imam. Aguib Touré, vous êtes imam. Ah, il fallait me le dire plus tôt. Je pensais que vous étiez tout simplement chantre. Tous mes respects. Mes respects. C'est le tour du petit Kanté. On va maintenant servir le pianiste. Je ne sais pas comment il va faire, hein, parce qu'il est déjà au piano. Il va devoir attendre. Il va attendre. Parce que c'est déjà riche. Donc c'est un bourratif alors. Comment vous trouvez, Imam? Délicieux. C'est votre premier repas ce matin? Je dirais oui. Ah. Et c'est déjà même, c'est prophétique. C'est prophétique? Oui. Voilà. Ouais, pour la matinée de la fête de Ramadan, c'est important que le musulman prenne quelque chose avant d'aller à la prière. Ok. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bien fait, pas trop sucré. Pas trop sucré. Hein. Voilà, et c'est surtout ce qui fait l'intérêt, c'est que c'est pas trop sucré, ça passe, c'est bien. Je crois que c'est une experte. Vraiment, félicitations. Vous avez les compliments. Merci. Vous avez les compliments de l'imam. Merci, merci. Ah, ah. Je vais te servir, tu vas déguster quand même. D'accord. Mais j'aimerais bien à la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, quand je commence à manger, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête plus. Je le ferai à la fin de l'émission. Voilà. Il faut servir Hassan, Monsieur Yao, Afoué, Soro, voilà. Là-haut aussi, il ne faut pas oublier les personnes qui sont là-haut. D'accord, ça va se faire tout à l'heure. Donc comme on l'a dit, hein, ça se consomme, tout le monde peut consommer, cette bouillie appelée le lac. Le lac. Ça vient d'où? Ça vient de quelle région? Ça vient de Dakar. Ah d'accord, d'accord. Donc c'est une nourriture, et les on va moments dire, de sénégalaise. aussi, de baptême, le matin, au déjeuner aussi, ça se fait. Mais pas pendant les mariages. Les mariages, pas, bon, oui, on le fait pendant les mariages. Pendant les mariages et les aussi. soirs. Les soirs. Lorsque la mariée rentre chez elle le soir, accompagnée avec ses parents, les beaux-parents font le lac. D'accord. Est-ce que c'est à portée de bourse pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et... Non, ça ne coûte pas, c'est pas coûteux. C'est pas coûteux. C'est pas coûteux. C'est pas coûteux. Ils sont en plein boulot, ils ne veulent pas se laisser distraire. En tout cas, merci beaucoup à vous, c'est très gentil d'avoir pensé à nous. Ami Foula. Alors, Ami Foula,
Merci d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur. Merci. On va vous donner l'occasion quand même, aujourd'hui c'est votre fête. On va vous donner l'occasion de vous adresser aux personnes que vous aimez et aux personnes qui vous aiment et même aux personnes qui ne vous aiment pas. Allez-y. Merci Caroline. Je m'adresse à tout un chacun, surtout aux femmes. Je les conseille, je les souhaite meilleurs vœux, santé, paix, prospérité. Et je souhaite aussi une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens et une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de partout. Et je fais un coucou à tous ces auditeurs qui m'appellent un peu de partout. Je leur fais un gros coucou. Et je salue aussi ma maman, ma maman chérie. Une personne qui me coûte très cher. Très cher. Gros bisous à elle. On peut Gros avoir bisous. le nom de maman? Ndeye Fall, Fatou Fall. Elle sera très heureuse. Hein? Elle sera très Fatou heureuse. Fall. J'espère qu'elle vous suit. Et mon papa aussi, que la terre lui soit légère. Et que Amen. Dieu ait pitié de son âme. Amen. Merci beaucoup, Ami Foulard. Merci d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur. Voilà, nous poursuivons cette émission. Matin Bonheur se poursuit. Alors, nous sommes en compagnie de l'imam Yao Mohamed. Ça va? Ça se passe bien? Ça va, c'est bon. C'est bon, ça suffit comme ça? Tranquille. Ou bien vous avez l'intention de continuer de toute façon si Non, vous mais voulez non, poursuivre. ça c'est garder jalousement, c'est pas à toucher. Alors, hein. Hassan, Voilà, il faut mettre ça à d'accord, côté. on va le mettre de côté. Voilà, Et voilà. puis plus tard. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. Je commence déjà par vous souhaiter une très bonne fête de Ramadan. Merci. À vous et à toute votre communauté. À Merci. toute la famille d'abord, à toute la communauté ensuite. Merci, ça me va droit au cœur. Merci. Bonne fête surtout à toute la Côte d'Ivoire et à tous les musulmans du monde entier. Voilà. D'accord, nous allons parler de cette fête, mais avant, je souhaiterais savoir votre définition de la religion musulmane. Si on vous demandait par exemple de présenter la religion musulmane. La définition de la religion musulmane pourrait se faire en ces termes. C'est la religion universelle révélée par le Créateur de l'univers à tous les hommes depuis la nuit des temps, à partir du patriarche de l'humanité Adam alayhi salam, jusqu'au sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette religion qui régit la vie des hommes selon la volonté divine, depuis ces temps mémoriaux jusqu'à nos jours. C'est cette religion qui a été transmise par tous les prophètes dans notre doctrine islamique. Et c'est cette religion qui a connu différentes dispositions selon les différents prophètes. Voici comment, de manière générale, on pourrait définir l'islam. D'accord. Et d'ailleurs, Allah le dit dans le Coran, au chapitre de la famille d'Imran, il dit « Inna dina inda Allahi l'islam ». La religion chez Allah, c'est l'islam. Donc c'est cet islam-là qui a été apporté par tous les prophètes, par tous les envoyés à l'humanité. D'accord. D'accord, voilà qui est clair. Alors, essayez de nous parler aussi du calendrier musulman. Apparemment, il est quand même différent du calendrier grégorien, c'est cela? Bien sûr, D'accord. bien sûr. Le calendrier musulman se base sur la lune, hein, comme on le sait. Voilà. Les spécialistes dans le domaine pourront peut-être donner plus de détails. Mais ce que je sais pour ma part, c'est que notre calendrier est basé sur les différentes apparitions de la Lune et sa disparition. Ce qui fait que généralement, vous ne verrez pas en islam qu'il y ait 31 jours dans un mois. On a tout au plus 30 jours. 30 jours. Voilà, on est 30 et 29, 30 et 29 jours. Voilà. Et 30. Et ça, c'est selon la Lune. D'accord. Voilà. Et je vais dire, dans l'année, on a 355 ou 356 jours. Justement, C'est bien cela? justement. Voilà. Et le Coran en parle dans la sourate des cavernes. Quand il parle des jeunes qui sont allés se réfugier avec leur foi, ils ont connu ce qu'on peut appeler un exil spirituel. Voilà. On a des exils politiques, on a des exils économiques. Je veux dire, les frères qui vont à l'aventure, à la recherche de la pitance du jour.
Il y a aussi un exil spirituel. Si vous êtes dans un environnement dans lequel vous n'arrivez pas à vous épanouir spirituellement, il est conseillé que vous changez cet environnement-là. Parce que le spirituel, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui demeure. Bien sûr. Voilà. Donc, ces jeunes ont connu, ils ont fui avec leur foi, leur monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant d'eux, a brossé, a parlé des jours que constitue l'année lunaire et des jours qui constituent l'année solaire. Hein, il dit voilà bisu fi kahfihim thalathami'atin wazdadu tis'a. Et c'est important pour le musulman, je veux dire, de maîtriser le calendrier, tous ces aspects, c'est très les important. différentes fêtes, on va dire les différents faits marquants du calendrier, c'est important pour le musulman. Bien sûr. Qu'est-ce que ça lui apporte véritablement? Justement, ça lui apporte de connaître le début du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan. Et c'est pour cela que vous verrez au niveau des différentes instances religieuses, on a des commissions qui ont été créées pour l'observation de la lune. Voilà, on reviendra dans quelques instants là-dessus, bien sûr, sur ce qui concerne le calendrier musulman et son importance, avant bien sûr d'aborder, on va dire, la fête de Ramadan en tant que telle. Petite transition grâce à la sagacité de notre réalisatrice Judith Assoumou et on se retrouve sur ce plateau. Selon le Coran, c'est Jésus qui signale la venue de Mahomet, comme Jésus lui-même a été annoncé par Jean-Baptiste, enterré et vénéré dans l'une des plus anciennes mosquées de l'islam. Qui était donc cet homme qui a tenu si fort à son humble humanité? Mahomet est le fils unique d'un nommé Abdallah, mort 6 mois avant la naissance du bébé. Issu d'une aristocratie tribale qui a perdu toute fortune, Abdallah, commis caravanier, avait épousé Amina, d'une famille tout aussi noble et appauvrie que la sienne. بعد ما مات عبد الله زوج آمنة بنت وهب ما تمت زعلانة كتير يعني فترة طويلة من الزمن يعني حتى صار يجيها يعني أحاسيس وطيوف مشاعر تبعث على البهجة والسعادة كتير كتير لحتى جاها هاتف بنومها بيقول إنه صار يكلمها ويقول لها إنك حملتي يا آمنة وستصبحين أماً. بعدين هي ما صدقت هالحكي يعني لحتى بلشت بوادر الحمل تبان عليها، ولما كانت حامل ما كان بيجيها التعب والوهن والمرض وهي حامل مثل النساء الأخريات يعني. وضعته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكحلا مطهرا مدهونا مختونا، ولم تشاهد دم أصلا مثل النساء عندما يولدن دم ومخاض. هي لم تشاهد أي شيء لأنه رسول رب العالمين. كانت إحدى النساء حاضرة الولادة قالت إنه يوم حضرنا الولادة إنه كانت الأنوار كانت عم تملأ المدينة والنجوم عم تدنو من السماء لحتى تنزل على الأرض، حتى خفنا إنه تنزل علينا. ونودي على جده عبد المطلب وقال له وحمله وطاف به بالكعبة وقال سموه محمد صلى الله عليه وسلم. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous sommes toujours en compagnie de l'imam Yao Mohamed et nous parlions du calendrier, de l'importance du calendrier musulman. Justement.
Voilà, je le disais tantôt, le calendrier musulman est très important et chaque musulman doit être observateur de ce calendrier-là à partir de l'apparition de la lune. C'est-à-dire que généralement, vous verrez qu'en début d'année, il y a des calendriers qui paraissent, mais toujours est-il qu'au-delà de ces calendriers-là, il faut observer la lune pour savoir quand est-ce qu'un mois commence et quand est-ce qu'il finit. Voilà, de sorte qu'on soit toujours bien situé quant à surtout le mois de Ramadan et aux différents rendez-vous qu'on se donne dans l'année. Voilà, c'est un peu cela. D'accord, mais est-ce que ça ne crée pas quand même un décalage par rapport au calendrier grégorien Bien sûr. pour le musulman? Bien sûr, il y a un décalage, il y a un décalage certain. Mais au niveau cultuel, le musulman se base sur le calendrier lunaire. On va dire un décalage, mais sans incident majeur. Voilà, sans incident majeur. Parce qu'au niveau cultuel, on est basé sur le calendrier lunaire et puis bon, voilà, c'est ça. Maintenant, au niveau des choses de la vie courante et tout ça, voilà, le calendrier grégorien aussi est pris en compte. Voilà, il n'y a pas de problème. À tous les niveaux, voilà. Vous arrivez quand même à assimiler les deux. Voilà, on arrive à gérer les deux calendriers, il n'y a pas de problème. Mais fondamentalement, il s'agit de suivre le calendrier lunaire au niveau cultuel, au niveau des adorations. Voilà, au niveau de tout ce qui s'y rapporte, de tout ce qui s'y rattache. Voilà, par exemple, le musulman a observé 3 jours de jeûne pendant le mois. Et surtout pendant ce qu'on appellerait les nuits où la lune apparaît dans sa 13e, 14e et 15e nuit. Et cela aussi va dépendre de l'observation qu'on fait de la lune. À partir de cette observation, on va pouvoir tomber à pic par rapport à ces différentes dates. Donc la lune est fondamentale, est très importante. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne la fête de Ramadan, oui. Qu'est-ce qu'elle symbolise véritablement pour le musulman? La fête de Ramadan, c'est la fête du salaire mérité. Après un mois de pénitence, de privation, d'abstinence, le Seigneur décide de donner le salaire de ceux qui ont observé ces choses-là au cours de la fête du Ramadan. Et l'imam Tabrani rapporte cet hadith dans son recueil d'hadiths, dit que Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges sur terre pour venir féliciter les croyants, venir leur souhaiter bonne fête, du fait qu'ils aient observé toutes les recommandations divines et que ce jour constitue le jour du salaire. C'est le jour où ils prennent leur salaire, leur cadeau. Ce salaire-là, il se matérialise comment? On va dire qu'il se matérialise d'abord par le fait que le musulman soit en joie. Cette joie d'abord, c'est une récompense puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sa'im farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi ». Celui qui a observé le jeûne pendant le mois de Ramadan a 2 motifs de joie. Le premier motif de joie, c'est la joie du jour de la fête de Ramadan. Parce que ce jour-là, il reçoit son salaire. Et ce salaire-là, ce n'est pas un salaire, comme vous le dites, matériel. C'est un salaire surtout spirituel. C'est la joie qu'on ressent. C'est la purification qu'on ressent. C'est le soulagement qu'on ressent d'avoir pu observer les recommandations divines jusqu'à ce jour. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pour celui, par exemple, qui n'a pas pu observer pour des raisons quelconques tous les jours de jeûne, oui. Est-ce qu'il peut se réjouir? Est-ce qu'il peut prétendre recevoir ce salaire dont vous parlez? Bien sûr, chacun à son niveau. Pour tous ceux qui ont eu des problèmes, qui ont eu des empêchements, qui ont eu des blocages quant à l'observation du jeûne, ceux-là ne sont pas privés de ce salaire, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui, par, je dirais, négligence, par paresse, par quelques moyens que ce soit, mais ce n'est pas un moyen valable, qui n'a pas observé le jeûne et qui s'est laissé aller, celui-là ne peut pas prétendre quand même à ce salaire. C'est normal, c'est ça, c'est l'ordre naturel des choses. Dans la vie, quand vous posez un acte, vous avez une récompense à la fin. Et quand vous n'avez pas posé d'acte, vous n'avez pas de récompense. D'accord. Voilà. Imam Yao Mohamed, nous allons poursuivre ce sujet. Hier, c'était la fête de l'indépendance, nous le rappelons. Et nous avons des images de la première fête de l'indépendance. C'était en 1961. Regardons avant de recevoir notre prochain invité. Abidjan, qui célébrait le premier anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a été pour 2 jours le lieu de rendez-vous du monde entier. Au nouveau palais de la présidence, vaste édifice ultramoderne bâti en 8 mois, M. Houphouët-Boigny a accueilli en effet
avec le frère du président Kennedy et le représentant de l'URSS, des personnalités venues de tous les continents. Le président de la République de Côte d'Ivoire devait présenter à ses invités, au nombre desquels se trouvait le président de la République sénégalaise, M. Léopold Senghor, et M. Michel Debré, Premier ministre français, un résumé des forces vives de la nation à l'occasion d'un grand défilé où devaient figurer avec la jeune armée les organisations économiques et sociales ivoiriennes. 3000 hommes des différentes armes ont déclenché l'enthousiasme général. Et le monde a pu découvrir les premiers éléments d'une marine en train de naître. À leur suite, les formations politiques, sportives, syndicales et économiques ont évoqué les chances d'une nation qui, née il y a tout juste un an, regarde résolument vers l'avenir. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Je rappelle, cette émission est aux couleurs de la fête de Ramadan. Et hier, nous avons célébré la fête de l'indépendance. Les images que vous venez de voir, c'était la première fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébrée bien sûr en 1961. C'est bien sûr une transition, la transition toute trouvée pour recevoir notre invité, Monsieur Sitiono Manan. Bonjour. Bonjour. Vous étiez là sur ce plateau hier. Nous avons encore le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Eh bien, vous êtes formateur en sciences de l'information. Vous occupez de tout ce qui est archives, documentation, bibliothéconomie, c'est bien cela. Tout à fait. Et merci encore d'être là. Alors, avec vous, on va parcourir de nouveau des images. Hier, on a vu des images d'Arthur Verdier, de Trèche-la-Plaine, de Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc on va poursuivre aujourd'hui avec bien sûr des commentaires bien enlevés, parce que vous maîtrisez la chose. Bien sûr. On va peut-être faire d'abord un mémento de la Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours, parce que vous savez très bien qu'on est indépendant, comme on le dit très bien, mais c'est une histoire. C'est le produit d'une histoire qui nous a conduit à cette indépendance qui démarre depuis 1862, où il y avait effectivement un Européen, Arthur Verdier, qui était en Côte d'Ivoire et qui a permis à la Côte d'Ivoire de rester française. Donc on peut donc relever des dates majeures à ce niveau-là. Il était là en tant que négociant et il s'est imposé pour lutter pour que la Côte d'Ivoire reste française. Ainsi on est arrivé dans cette démarche historique au 10 mars 1893, où la Côte d'Ivoire est colonie française. C'est une date importante pour la Côte d'Ivoire. 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire est colonie française par un décret pris par la France. Cela nous a conduit effectivement à la loi cadre de 1956 qui a donné aux pays africains une relative indépendance sur des domaines bien précis. Donc cette loi cadre nous a conduit, la Côte d'Ivoire en tout cas, au 4 décembre 1958, où on a proclamé notre République en tant qu'État souverain et puis État autonome puis interne. Et on a dit que cette loi cadre annonçait quand même les couleurs de bien sûr, qui conduisait à l'indépendance. Et cela nous a conduit au 4 décembre 1958, qui est la date où on a proclamé notre République en tant qu'État souverain, en tant qu'État indépendant interne, oui, vis-à-vis de l'Occident. Donc de cette autonomie relative, on est arrivé donc au 7 août 1960, qui est donc la proclamation officielle de notre indépendance en tant qu'État souverain. Et c'est depuis ce beau rivage que nous arrivons chaque année à commémorer le 7 août 1960 comme le 7 août comme date de notre anniversaire. Alors ce qui est important, c'est que c'est à ce niveau qu'on découvre notre homme d'État historique, Houphouët-Boigny, qui avait donc œuvré pour qu'on aboutisse à une libération totale de la Côte d'Ivoire du joug colonial, puisqu'il était au gouvernement français et il a donc lutté avec le gouvernement français pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Et le 7 août, donc Jacquinot, qui était donc le français, est venu donc signer avec Houphouët-Boigny les accords pour donner à la Côte d'Ivoire son indépendance. Le 7 août, on est donc indépendant. Donc ici, il y a des dates à retenir, à savoir le 10 mars 1893, on devait colonie française, la loi cadre en 1956. Le 4 décembre, donc, on devait une république reconnue en tant que telle. Et puis le 7 août, donc, on est vraiment indépendant en tant qu'État souverain. Et c'est important de savoir que c'est le produit d'une histoire qui nous a conduit à l'indépendance, qui a été arrachée de haute lutte, souvent avec des soubresauts. On se souvient des événements d'Imbukro le 30 janvier 50, où il y a eu des tueries. En tout cas,
la Côte d'Ivoire s'est battue pour avoir cette indépendance vis-à-vis de l'Occident, mais avec la manière. Bon, ce n'était pas une opposition très forte, mais elle a été négociée avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de magistrats, qui fait qu'on est arrivé à notre indépendance arrachée, mais avec la manière. Et heureusement qu'on a Je veux dire, est-ce que le processus ressemble un peu à celui qu'on a observé dans les autres pays de la sous-région? Qu'est-ce qui faisait la différence? Non, au niveau de l'AOF, c'était une communauté. Donc il fallait négocier pour l'ensemble de la communauté, avec la loi cadre, pour aboutir à l'indépendance. Donc il n'y a pas comme dans d'autres pays, l'Afrique du Nord, il y a vraiment des guerres civiles, des guerres contre les Blancs ou contre les Africains. Mais ici, on a pu négocier pacifiquement avec le peuple, bien sûr, pour arriver à avoir notre indépendance sans qu'il y ait des combats fratricides. Seulement, c'est qu'on a lutté pour avoir cette indépendance-là. On a vraiment résisté contre le colon. On s'est imposé, souvent avec beaucoup de vigueur, pour nous opposer, parce qu'on était un peu exploité avec le forcé, et puis on se souvient de l'histoire de Démocrobe, bien sûr, avec des tueries. Bon, mais enfin, ici, on a négocié à la manière pour arriver à l'indépendance, sans qu'il y ait trop de soubresauts entre nous et le colon. Voilà pourquoi aujourd'hui on vit en bonne intelligence avec nos colonisateurs, qui nous aident d'ailleurs et qui font qu'on a trouvé notre place dans le monde. Dans ce concert des nations, on a pu trouver notre place d'équilibre qui fait qu'on a pu propulser le pays vers la voie du développement, vers le beau rivage, vers la transcendance qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est considérée, puisqu'on a pu profiter de notre indépendance. Hier, je disais qu'on est indépendant, mais il ne faut pas que ce soit une indépendance passive. Elle doit être active, parce qu'on peut être victime de sa propre liberté. Oui, on peut être victime de sa propre liberté. Donc, il ne faut pas qu'on soit nous-mêmes sujets à notre décadence. Alors, c'est bien avec, pour montrer bien comment on peut être victime de la liberté. On parle bien d'un monsieur, M. Buridan, qui avait un âne, à qui il a présenté un seau d'avoine et puis un seau d'eau à égale distance. Donc, le cheval devrait ou boire avant de manger ou manger avant de boire. Donc, il avait le choix entre boire avant ou manger avant. Il est mort de faim et de soif, parce qu'il a été victime de sa liberté. Il n'a pas pu être déterminé pour choisir l'un ou l'autre. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut toujours être déterminé par quelque chose pour prendre une décision. Sinon, on a une liberté d'indifférence qui conduit... Il ne faut pas rester dans un état dubitatif. Il faut décider. Il faut pouvoir décider au bon moment. Bien sûr. Et prendre la bonne décision aussi, c'est important. Alors, l'autre fait majeur, qu'on ne sait pas très bien, c'est que le 7 août, après donc la proclamation, il fallait que le drapeau français descende et que le drapeau ivoirien soit hissé au sommet du mât. Bon, il y avait des tractations parce que les colons voulaient que le drapeau soit descendu par un Français simplement et puis c'était terminé. Mais en tant qu'État souverain... Pourquoi c'était important pour les Français de descendre le drapeau à cette date? Oui, non. Puisqu'on est devenu donc indépendant, on a dû faire descendre les drapeaux français pour que le drapeau ivoirien soit hissé au sommet du mât. Donc les colons voulaient qu'eux-mêmes fassent descendre notre drapeau et nous le remettent et puis c'est terminé. Alors, ceux qui étaient là comme acteurs de l'histoire, c'est important de savoir, ceux qui étaient là en tant qu'acteurs de l'histoire se sont battus pour que ce texte soit commis par un Ivoirien. Bon, il y avait Sanou qui était là comme il s'occupait de la sécurité de la ville d'Abidjan, il s'est imposé pour dire qu'il faudrait que ce soit un Ivoirien. Et à l'époque, il y avait donc le général Boissena Koné, qui était venu de l'Algérie, qui faisait cela déjà dans sa base. Donc il a été choisi pour monter le drapeau, enfin faire descendre le drapeau français et monter le drapeau ivoirien. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce monsieur a posé un acte historique, un acte majeur. Le fait de mettre le drapeau français pour ici notre, cela signifie vraiment qu'on a acquis notre autonomie et c'est important de savoir que ce monsieur il a posé un acte majeur qui a hissé la Côte d'Ivoire au sommet donc, du mât, si bien qu'aujourd'hui on doit lui tirer une fière chandelle parce qu'il a fait là un acte majeur. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que ceux qui ont fait l'histoire, lorsqu'ils disent l'histoire, ils disent l'histoire. Ils ne racontent pas l'histoire. Parce qu'ils sont des acteurs de l'histoire, c'est eux qui ont fait l'histoire en tant qu'acteurs privilégiés. Ils ont commis des actes en tant que tels. L'historien va interpréter, donc l'historien va raconter l'histoire. Or, eux, ils disent l'histoire. D'accord. En tout cas, on peut retenir que notre histoire est très riche et nous avons aussi des images pour l'attester. Voilà.
Donc, la première image, on parlait d'Arthur Verdier, oui, qui était là en tant que négociant, et qui a permis à la Côte d'Ivoire de rester française, puisque Faidherbe avait voulu qu'on troque nos comptoirs avec ceux de la Gambie au Sénégal, et s'est opposé à cela en œuvrant pour que les négociations échouent, pour que la Côte d'Ivoire reste française. Et c'est important de savoir, sinon on aurait été britannique et anglais, puisqu'il serait resté là. Et voici Marcel Trèche-Laplaine. Oui, qui était donc son collaborateur, un agent donc de Verdier. Et c'est lui qui a fait vraiment une grande exploration en Côte d'Ivoire pour délimiter le pourtour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans son périmètre, on lui doit cette démarche parce que c'est lui qui s'est opposé à la présence des Anglais en délimitant le périmètre de la Côte d'Ivoire. Voilà, on aperçoit ici le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et Gaston Defferre. Voilà, c'était les deux promoteurs, comme vous l'avez dit hier, de la loi cadre. Qui a conduit donc les pays à l'indépendance. Et c'était aussi important de savoir parce que c'est surtout Houphouët-Boigny et son ami qui ont établi les textes pour qu'on ait une liberté relative en attendant. Et là, c'est donc il est venu en Côte d'Ivoire, Gaston Defferre, avec la voiture unique en son genre, la Cadillac, qui était la voiture. C'était à quelle occasion le premier conseil du gouvernement de la loi 4? Non, non, ça il était venu après la loi 4. C'était bien après la loi 4. Après la loi 4, il est venu donc voir son ami Houphouët-Boigny. Et là, c'est la Cadillac, la voiture du président Houphouët-Boigny, qui était la seule en Afrique, disons, occidentale. Est-ce qu'on a encore des traces de cette voiture? Elle est belle. Oui, alors, et là, c'est après donc, la loi cadre, c'est le premier gouvernement de la Côte d'Ivoire. La loi cadre, donc, il fallait qu'on ait un gouvernement. Et c'est le premier gouvernement de la Côte d'Ivoire que nous trouvons là, avec les gens qu'on connaît à Oussou. On voit donc Nantes, on voit Auguste Denise, on voit Anoma, qui sont sur cette photo, Assed Kakou. Et là, c'est Nantes, le dernier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Nantes, le dernier gouverneur de la Côte d'Ivoire, qui a donc clos la présence des colons sur le territoire ivoirien. C'est le dernier, le premier c'était Béger, le dernier c'est Nat qui était là. Là nous sommes à l'aéroport. L'aéroport, donc Houphouët-Boigny a bien de France pour célébrer donc, la fête. Et là, c'est le 6 août 1960, à son arrivée à l'aéroport, pour donc, les festivités du 7 août. Là, il arrive c'était déjà la veille, de l'indépendance. Le 6 août 1960. Donc là, c'est donc le 7 août. Le 7 août, à l'Assemblée législative en Côte d'Ivoire, c'est là donc en train de lire le discours qui proclame notre accession à l'indépendance totale. Et là, c'est le discours historique qui proclame solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et là, il reçoit donc du ministre Louis Jacquinot les clés de la Côte d'Ivoire, de façon symbolique. On lui remet donc les clés de la Côte d'Ivoire, qui veut dire que désormais nous sommes indépendants, nous sommes autonomes. Et cette indépendance-là, il faudra s'en servir utilement. Et c'était bien pour nous de l'obtenir de cette façon-là. Donc là, c'est toujours le 7 août, la cérémonie du 7 août de l'indépendance. Voilà, bien sûr. Le 7 août de quelle année? 60. 60, ah d'accord, on revient donc à 1960. Non, 1960. On voit donc Jacquinot, on voit Houphouët-Boigny donc, qui va dans la salle, qui monte dans la salle pour donc, signer le papier, et puis recevoir les clés symboliques. Et donc le soir, il y a eu donc la soirée des galas. On voit là Houphouët-Boigny avec une synthétique avec son épouse. Vous voyez le couple à l'époque, l'esthétique. Bien sûr, l'élégance. L'élégance était véritablement de mise. Ça, c'est la soirée du gala après la proclamation de la nuit. Le gala donc, pour manifester notre indépendance, une cérémonie, une manifestation. Et là, c'est le premier gouvernement de la Côte d'Ivoire. Premier gouvernement de la Côte d'Ivoire, on voit bien ceux qui ont dirigé le pays en tant qu'État autonome. On voit Auguste Denise, Houphouët-Boigny, on voit Yassé, on voit Boka, Ernest, on voit Bani, on voit Aoussou Kofi, on voit Jean Tess. Il y avait des Français dans le gouvernement apparemment? Non, pas de Français. D'accord. Sur la photo, on voyait des Blancs. Oui, mais c'est de la force. De la force Et là, donc c'est 1963, premier gouvernement, enfin, en 1963, on voit encore Houphouët-Boigny avec ses anciens collaborateurs, Auguste Denise, Anoma, on voit là, toujours Jacques-Raphaël Salaire, on voit, bon, là c'est
Henriette Diabaté, la chancelière. Oh là là. Il était déjà professeur en 1975, ça veut dire la Côte d'Ivoire a formé les cadres. Elle était déjà professeur à l'université. La grande chancelière, vous voyez, déjà, on avait déjà la dimension d'un pays qui forme des intelligences et une intelligence même féminine. Et là, c'est l'exemple patent de la formation de la Côte d'Ivoire. C'est encore elle qui est là. D'accord. Le professeur de grande chancelière qui a montré ce que vaut la femme. Et là, c'est Richebourg, la première notaire de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que déjà, on avait déjà des cadres. Première femme notaire de Côte d'Ivoire, c'est important, oui. Et que les dames se sont illustrées comme des intelligences avec qui il faut compter. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, M. Sitiono. Et c'est ici qu'on va arrêter les commentaires. Mais les images, on va continuer de les voir. Je pense que ça doit faire quand même l'objet d'une émission spéciale. Hein. On a de la matière. Voilà, l'histoire doit être connue. Les grands noms qui ont marqué l'histoire aussi doivent être connus. Voilà. Nous voyons l'abbé Pierre-Michel Congo. C'est lui qui a fait la musique de l'hymne national. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sitiono Manan. Je rappelle, vous êtes formateur en sciences de l'information, en archives, documentation et bibliothéconomie. Merci d'être venu sur ce plateau. Matin Bonheur se poursuit. Matin Bonheur se poursuit. Imam, ça va? Ça va. Ben, j'ai remarqué que vous n'avez plus touché votre bouillie. Oui, vous l'avez dit, vous la gardez. Ouais, très jalousement. Très jalousement. J'attends juste après l'émission. On va se voir. D'accord. D'accord. Alors, avec vous, on a parlé de la religion musulmane, de son importance. On a parlé aussi du calendrier musulman. Voilà, de beaucoup d'autres choses. Et on aura bien sûr l'occasion de parler toujours du jeûne musulman, sinon de la fête de Ramadan. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, c'est le jour du salaire. Alors, on continue avec les images. On vous permet de regarder ces images, de les revoir, de les apprécier, bien sûr. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous avons sur ce plateau un autre invité, Monsieur Koala Célestin. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur du logement et de la copropriété, bien sûr, c'est bien cela. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler des informations. Vous avez des informations auprès souscripteurs de logements sociaux. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et madame. bonne fête à vous. Hein. Voilà. Merci à vous aussi. Je voudrais à ce propos d'ailleurs dire bonjour à tous les Ivoiriens et leur souhaiter une très très bonne fête de Ramadan, surtout à nos frères musulmans. D'accord. Merci, c'est gentil. Nous vous écoutons. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit de la suite du programme national de construction de logements sociaux. Il faut dire que c'est quand même 56 000 Ivoiriens qui se sont inscrits, qui ont pu souscrire aux logements sociaux. Il était donc bon qu'à ce stade-là, nous puissions donner des informations complémentaires sur l'attitude à tenir, puisque beaucoup se demandent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les dossiers
les différents dossiers des présouscripteurs ont été transmis aux promoteurs immobiliers et aux banques. Il s'agit donc d'inviter les Ivoiriens à aller sur le site internet du ministère de la Construction pour, si vous voulez, savoir exactement le promoteur chez qui ils ont été affectés. Donc ce site, c'est le www.construction.gouv.ci. L'exercice n'est pas difficile du tout. Quand vous vous êtes inscrit à la SICOGI, on vous a donné un numéro de dossier. Donc soit vous rentrez ce numéro de dossier, soit vous rentrez votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Il y a une fenêtre qui va s'afficher sur laquelle sera indiquée l'adresse du promoteur chez qui vous devez être reçu, l'adresse de son siège, mais surtout le lieu où il va vous recevoir. Et donc, il s'agira essentiellement de se rendre sur ce lieu-là pour continuer, si vous voulez, la suite de votre dossier, choisir la maison et tout en fonction du prix que vous voulez payer. Mais est-ce que toutes ces personnes, toutes ces 56 000 personnes, c'est bien cela, qui se sont inscrites, si elles remplissent toutes les conditions, ont la chance d'avoir des logements? Ah oui, tout à fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est pour ça que des prix ont été plafonnés. C'est pour ça que nous avons travaillé avec les banquiers. C'est pour ça que des promoteurs ont été présélectionnés avec beaucoup de rigueur. C'est pour cela que des entreprises de construction ont été présélectionnées. Et donc, on a pris quand même un minimum de garantie pour que les Ivoiriens puissent, n'est-ce pas, avoir de façon effective les logements qu'ils ont demandés. Alors donc, pour continuer, il est bon de dire qu'il faut que, quand vous allez chez les promoteurs, il faut y aller en prenant un certain nombre de dispositions. En l'occurrence, le paiement des frais de dossier, le paiement de l'apport initial, mais aussi le paiement au fonds de caution mutuelle, qui sera autour de 3,5%. L'autre information importante qu'il faut donner, c'est qu'il faut que les Ivoiriens sachent qui ne payent que sur les comptes séquestres qui ont été ouverts par les promoteurs immobiliers. C'est-à-dire? C'est important. Le promoteur a le compte ordinaire de sa société, mais il y a un compte séquestre. C'est sur le compte séquestre qui est marqué sur le prospectus, d'accord, ou bien sur la plaquette du promoteur. C'est une information qui sera donnée de façon publique. Lorsque nous allons publier incessamment d'ici la semaine prochaine la liste des promoteurs chez qui les Ivoiriens doivent aller, parce que c'est une liste bien précise qui sera publiée à partir du début de la semaine prochaine, eh bien, il faut consulter cette liste-là. Sur cette liste, vous allez avoir le numéro du compte séquestre. Du coup, quand vous connaissez l'adresse de votre promoteur, vous avez en même temps le numéro du compte séquestre. Et c'est là-bas qu'il faut faire les paiements. Ce n'est pas que nous n'avons pas confiance en nos promoteurs. Pas du tout. Pas du tout. Je voudrais les rassurer les Ivoiriens, puisque c'est nous qui les avons choisis. Mais, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. En plus de cela, je voudrais dire aussi que comme c'est le début, il y aura certainement beaucoup d'affluence. Donc, demander un peu l'indulgence des Ivoiriens aussi, et leur dire que dans tous les cas, il y a des agents du ministère de la Construction qui vont les suivre. Est-ce qu'il y a des fonds qui sont engagés par les présouscripteurs? Oui, tout à fait. Il y a des fonds. Je veux dire, ça s'élève autour de combien quand on a suivi normalement tout le processus? Alors, c'est variable et donc ce n'est pas très évident de donner des montants. Il faut retenir simplement. Oui, tout à fait. L'apport initial, c'est minimum 10%. Et puis la cotisation au fond, à la caution mutuelle est de 3,5%, le coût de la maison que vous souhaitez acquérir. Voilà, donc c'est des informations basiques qui permettent à chacun d'avoir une idée de la fourchette de ce qu'il doit apprêter pour payer sur les comptes séquestres des promoteurs. À la fin du processus, on se rend compte que l'individu ne peut pas acquérir la maison. Pourtant, il a suivi quand même un certain nombre de processus et il a aussi déboursé des fonds. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ça c'est très très important. Je vous remercie pour la question. À ce sujet, il faut que nous on rassure les Ivoiriens. Je voudrais les rassurer à ce propos-là. Lorsque vous allez par exemple chez un promoteur et puis que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez ou qu'après le promoteur vous êtes allé chez le banquier, ça ne s'est pas déroulé exactement comme vous le souhaitiez, il faut dire qu'on a ce qu'on appelle le centre de facilitation des formalités d'accès au logement qui est situé derrière BMW, qui est un centre de recours. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas se décourager du tout. Il ne faut pas dire je suis allé chez un promoteur, je n'ai pas pu avoir ce que je veux, ou bien j'ai été rejeté, ou bien quand je suis allé à la SICOGI, j'ai souscrit pour 7 millions, le promoteur m'a dit ça fait 8 millions. Il ne faut pas se décourager du tout. Alors là, pas du tout. Il faut simplement aller au CEFAL. Les numéros de téléphone vont être affichés tout à l'heure. Il est situé derrière BMW et c'est un centre de recours. Et là-bas, toutes les dispositions ont été prises pour que les Ivoiriens puissent trouver, si vous voulez, pour qu'on puisse avoir des solutions pour tous les Ivoiriens. Donc, lorsque vous êtes parti chez le promoteur, je le répète, lorsque vous êtes parti à la banque et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, eh bien, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se décourager, il faut simplement aller au CEFAL. Les numéros vont s'afficher tout à l'heure. En plus de cela, je voudrais dire aussi que pour les Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire, Monsieur le ministre de la Construction, M. Sanogo Mamadou, nous a autorisé
à les informer de ce que chez les promoteurs, il y a une présouscription, une souscription, si vous voulez, exceptionnelle qui sera ouverte. Donc, lorsque vous allez chez un promoteur, parce que vous n'aviez pas pu vous inscrire, vous partez chez un promoteur, ou bien vous allez au Céphale et puis vous vous inscrivez comme ceux qu'il avait fait à la SICOG en son temps. Voilà. Donc, en ce qui concerne le site, je reviens là-dessus, c'est le site www.construction.gouv.ci. Pour ceux qui n'ont pas une bonne maîtrise de l'informatique, ce n'est pas difficile. Vous pouvez demander à votre fils, à votre ami, à votre cousin de vous aider en rentrant le numéro de votre dossier ou en rentrant votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Une fois que vous entrez ces informations, eh bien, le siège du promoteur s'affiche et vous vous rendez là-bas directement. En tous les cas, il leur a été demandé de vous appeler. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koala Célestin. Je rappelle, vous êtes directeur de logement et de la copropriété. Vous étiez donc sur ce plateau pour informer, pour donner des informations aux pré-souscripteurs de logements sociaux. Les contacts, je les rappelle, le 07 35 11 37 ou le 58 51 11 44, le site web www.construction.gouv.ci. Voilà, nous allons partir pour un élément chez Mahomet vers la prophétie pour bien sûr le défilé de mode du Ramadan. Celui qui sera le prophète arabe est né vers 571 après Jésus-Christ, dans la région de Hijaz, au nord-est de la péninsule arabique. Les Arabes, ces navigateurs du désert, comme le répète un bien têtu lieu commun, étaient aussi familiers des ouragans et des silences des grands larges sur la mer Rouge, l'océan Indien et jusqu'aux mers de Chine. Ils n'étaient pas seulement des nomades, autre lieu commun. Le moindre point d'eau faisait surgir un hameau autour de la plus exquise des oasis. Très vite, un réseau complexe de pistes la reliait alors à d'autres groupements sédentaires, puis à de plus vastes cités, jusqu'aux grands axes qui traçaient les parcours des plus vieilles civilisations du monde. La Mésopotamie, et bien au-delà, la Chine des soieries et des épices, l'Égypte. Vers l'Asie mineure, les Arabes tissaient des échanges plus décisifs avec la Grèce de la sagesse ou la Rome des juges et des stratèges. À cette époque, le VIe siècle et les 3 siècles précédents, des groupes de personnes habitaient cette région qui s'étend du Yémen au nord de la Syrie et de l'Égypte au sud de l'Irak. La plupart de ces groupes étaient des tribus, en particulier dans les régions rurales. Qu'est-ce qu'une tribu? Une tribu est un ensemble d'individus liés les uns aux autres par des liens du sang et de parenté. La tribu pouvait se sacrifier au point de disparaître, uniquement pour venger l'honneur de ses membres. Il y a les bédouins nomades et il y a les sédentaires qui habitent dans des villes comme la Mecque et qui ont commencé à s'adonner au commerce. Les deux sociétés sont structurées comme des clans. Donc, à l'intérieur de chaque clan, il y a une forte solidarité et il y a un sens de l'honneur. Chacun doit défendre l'honneur de son clan. Plus un groupe était enraciné dans la vie bédouine, plus il y avait de conflits. Mais ils s'invectivaient les uns les autres dans la même langue poétique, se parlaient dans la même langue arabe. C'est-à-dire que ce qui les poussait à s'identifier tous en tant qu'arabes, c'était le fait de parler la même langue. مثل بقية الناس فولد كما يولد الناس ومات كما يموت الناس رسول الله محمد ولد في عام 571 ميلادية على أساس سمي ذلك العام عام الفيل. لماذا سمي عام الفيل؟ نحن نعلم أنه
أمر إسماعيل مع إبراهيم بأن يبنوا الكعبة. هذه الكعبة كانت مجال احترام كل الناس حتى في جاهلية العرب، فكانوا يحترمون بل كانوا يحجون إليها، ومعنى الحج والقصد، فكانوا يطوفوا حوالين الكعبة وهم جاهليين يعبدون الأصنام والأوثان. لذلك السيرة قالت أنه كان في 360 صنم حوالين الكعبة اللي هي الآن موئل المسلمين. فحينما ولد الرسول هناك هذه الكعبة قلت لها قيمة كبرى. هناك ملك كان في الحبشة وجاء إلى اليمن فأخذ اليمن وهو أبرهة الحبشي كما زال، ومن هنا طمع بأن يبني بيتا وكعبة كما هي موجودة في مكة المكرمة، وفعلا راح بنى هذا المبنى في اليمن. فلما بنى وإذ العرب الذين نشأوا على تقديس واحترام هذا البيت لما شافوا ذاك البيت راحوا ففعلوا فيه تغور، يعني عملوه مثل تواليت نكاية بأبرهة الذي بنى. فلذلك هو حينما فعلوا ما فعلوا أراد أن يهدم الكعبة، جاء إلى مكة وجاءوا معه الفيلة. العرب لا تعرف الفيلة، هذه الصورة في الصحراء عندنا في العرب بيعرفوا الجمل، يعرف الحصان، يعرف هذه الأنواع من الحيوانات. أما الفيل فهو يرهب. حينما وصل الفيل إلى مشارف مكة وقف، امشي ما بيمشي، يدفعوه ما ممكن، فحاولوا بكل الأشكال أنه الفيل يوصل إلى الكعبة وإلى داخل مكة، ما في إمكانية أبدا. من هنا الفيل كان يتوجه إلى الرجوع إلى الأمام لا يتوجه. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Imam Yao, je vous ai vu suivre l'élément avec beaucoup d'intérêt. Oui, j'étais un peu concentré. Donner un peu historique, en tout cas, de ce que Allah SWT a démontré en termes de miracle quand un souverain a voulu aller détruire la Kaaba, qui est la maison d'Allah. D'accord, c'était donc Mahomet vers la prophétie. Et nous avons reçu pendant ce temps des invités sur ce plateau, de charmants invités bien habillés, aux couleurs de la fête de Ramadan bien sûr. Fatoumata Kaba, bonjour. Bonjour ma chérie. Alors, nous avons aussi Zé Seydou, dit Zé l'Africain, avec sa coiffure. J'aime bien. Assalamu alaikum, mes chers frères. Bonjour Caroline. Ouais, c'est un plaisir de partager ce plateau avec ma sœur Kaba, avec la grande lame qui est là. Ouais, comme c'est la fête. Lamiara, bonjour. Le micro. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. La fête a bien commencé. Bien. On est content, on a l'impression d'avoir reçu son salaire parce qu'on a suivi toutes les étapes du jeûne. Ouais, très bien. Ça va, ça va. D'accord. Alors, vous avez décidé de nous présenter aujourd'hui le bazin. C'est une tenue, on va dire, c'est un tissu ou un pagne qui est vraiment prisé pendant les fêtes musulmanes. Voilà. Donc, on observe quand même plusieurs types de bazins. Mais avant de passer aux différents types de bazins qu'on peut avoir sur le marché, je vais dire comment le bazin est rentré dans nos mœurs. Le bazin, au niveau d'Allemagne. Essayez de rapprocher. Un peu l'historique, quoi. L'historique des bazins, bon, on a commencé bazin, ça vaut 40 années. Bon, ça vaut 40 ans. Depuis moi-même, je suis né. Je crois que depuis... Vous êtes venu trouver les parents dans le bazin. Donc aujourd'hui, bon, moi j'ai fait beaucoup de choses dedans. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Donc moi-même j'ai fait beaucoup de choses dedans. Donc, surtout au niveau d'Abidjan, tu vois, il y a beaucoup de marques. Bien ici. sûr, de très belles couleurs. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc j'ai fait beaucoup de choses dedans aujourd'hui. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon, vous pouvez continuer. Ok, toi-même tu vois, il y a beaucoup de motifs ici. Dessins différents, couleurs différentes. Voilà, ça c'est Mirage. Ça c'est Mirage, il y a Caméléon. Qu'est-ce qui est Mirage? Qu'est-ce qui est Caméléon? Ça c'est Mirage. Mirage, ouais. ah d'accord. Ça c'est Caméléon. Bon.
ça c'est super lent même. Bon, ça c'est non, les familles Yara même, super Yara. Mais comment ça se passe? Je veux dire que par rapport aux motifs, c'est vous qui décidez ou bien les motifs viennent déjà comme ça? Non, c'est nous-mêmes qui décidons le motif. Au départ, le bazin, il est tout blanc. Le bazin est tout blanc, voilà. Ça dépend au niveau des fournisseurs. Motif qu'on veut, nom qu'on veut, c'est ça on met sur le bazin. D'accord. Donc ça se passe comme ça. Et puis il y a Super Watao aussi, qu'on a décidé quand on est venu ici. C'est la toute dernière collection, voilà, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver, ça vaut pas même un mois et quelques. Ah d'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, Zé l'Africain, aujourd'hui, on va dire, vous êtes créateur de mode. La tendance actuellement, c'est quoi? Bon, comment les gens s'habillent pendant cette fête de Ramadan? Bon, la fête de Ramadan, les musulmans, soit préparent le blanc le matin pour aller à la prière. Voilà, c'est dans l'après-midi que souvent il y a certaines robes qu'on va aller voir tout à l'heure, les modèles. Le matin, c'est le blanc, soit les grands bobos. Même les mannequins pouvaient passer. On va demander à nos mannequins de venir, on va découvrir les modèles. Oui, on va découvrir, c'est Albaret. Le mannequin de jour avec une grande boubou. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on a tendance, la tendance c'est les couleurs flashées. Hein. Oui, c'est des couleurs. C'est des couleurs flashées. Parce que c'est un peu inspiré par rapport à... C'est vraiment mignon. Ouais, c'est par rapport à la fête de l'indépendance. On voit l'orange avec le vert, avec le blanc. Voilà, comme la fête d'indépendance est constante avec la fête de Ramadan. Voilà, il faut essayer de composer toutes les deux fêtes. Elle est toute belle, avec le foulard qui est très bien noué. Voilà, ça lui va vraiment à ravir. Ouais, c'est un grand boubou, ça permet un matin pour aller à la prière. Voilà, tout de prière. Maintenant, c'est là qu'on va faire des changements pour se mettre dans d'autres tenues pour le soir. Voilà. On va découvrir encore d'autres modèles avec des hommes cette fois-ci. Les autres modèles, c'est des hommes, voilà. Venez s'il vous plaît, pendant qu'elle sort. Oui, c'est le modèle des hommes qui va arriver. Roca. C'est un mélange de... Tu sais, je travaille beaucoup... C'est du pagne, du pagne et du bazin. Je travaille beaucoup avec les matières africaines, telles le pagne comme le bazin. Mais c'est un bazin léger. C'est pas un bazin lourd, mais c'est un bazin léger. D'accord. Ouais, en bas, avec son pagne le haut. Voilà, il faut changer un peu, quoi. C'est des trucs, bon, on peut dire que c'est des tendances et puis c'est facile à porter. Souvent dans l'après-midi, aller voir les parents, aller voir les amis, tout ça, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Okay. On va voir un autre modèle. On va voir homme aussi. Venez. Est-ce qu'on peut porter cette tenue pour aller à la mosquée? Mais moi, je pense que bien sûr, on peut le porter parce que pour aller à la mosquée, bon, il faut porter quelque chose qui arrive, couverte. Voilà, j'espère que c'est bien couvert, il est bien couvert. Voilà, on peut aller à la prière avec, bon, aller voir les parents, aller voir la famille, voilà. D'accord. Alors, Fanta, vous aussi, vous êtes créatrice de mode. On va voir aussi, hein, il y a d'autres modèles qu'on peut porter pendant la fête de Ramadan. Oui. Vous avez le mannequin arrive. Le mannequin arrive, maté. C'est un mannequin de jour. C'est un mannequin de circonstance. Collaboratrice à la RTI, très jolie, c'est vraiment mignon. Ouais, les couleurs sont belles, sobres, merci. Parce qu'il faut qu'on se mette à africaine, tu vois, c'est important. On a des matières tellement importantes, il faut qu'on essaie de les mettre. De les valoriser, tout à fait, c'est très important. Pailles, merci beaucoup, Maté. On va recevoir une autre. Merci. On va recevoir une autre. Ça, c'est vous, hein. Ce qui vient, c'est de vous cette fois-ci. Venez. Oui, Fanta, vous allez nous présenter, essayez de le faire, de nous présenter ce modèle. Il se porte à quelle occasion? Le micro, s'il vous plaît. Bon, pendant la fête? Pendant la fête. Donc ou bien peut-être après la prière, on veut aller rendre visite aux parents. Pour aller au premier lit, pour aller aux parents, on fait tout. Donc, le modèle, là, le gens, il aime ça beaucoup. D'accord. À cause de ça, on a fait. D'accord. On va voir un autre modèle, un modèle de zèle africain. Beaucoup de modèles, oh, c'est charmant. Le mannequin. Le mannequin de circonstance aussi, c'est... Kokra. Le Kokra, votre chargé de communication. Oui, elle est mannequin en même temps. Ouais. Kokra, c'est un bazin rouge. D'accord. Alors, voilà, on a vu les modèles.
Bah, c'est un autre modèle qui revient. Oui, c'est comme... Et là, c'est un près du corps. Là, c'est de l'après-midi. Voilà. C'est de l'après-midi, comme le matin, il est en grand bobo. Voilà. Maintenant, dans l'après-midi, ça nous permet de te mettre une robe bien. Voilà. D'accord. Voilà. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Fatoumata Akaba, Zé Seydou, dit Zé l'Africain et Yara, l'âme Yara. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Alors, Imam, on n'a plus le temps. On va aller très rapidement parler de la fête de Ramadan, comment ça va se passer et quelles sont les dispositions pratiques à prendre. Il faut dire que pour ce matin, il est conseillé, comme le nous dit, que les musulmans prennent un repas avant d'aller à la prière, qu'ils fassent la grande ablution et qu'ils partent à la prière. C'est important. Et qu'ils partent à la prière en prononçant le takbir. Voilà, arrivé sur le lieu de la prière, on ne fait pas de rakat. Si on est sur une esplanade, voilà, au cas où on serait dans la mosquée, il est important de faire les 2 rakats pour saluer la mosquée. Mais au dehors, on ne fait pas de prière surrogatoire. On attend l'imam, il vient, il fait ses 2 rakats et on écoute sincèrement. Et ensuite, on retourne à la maison en empruntant un chemin différent de ce qu'on a emprunté en venant, en partant. Ah bon? Voilà, c'est très important. Ça fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis bon, voilà, c'est un jour et si vous n'avez pas le choix? Voilà, si vous n'avez pas le choix, l'islam ne vous contraint pas à faire ce que vous ne pouvez pas. Voilà, mais si vous avez le choix, il faut le faire. D'accord. Même si ça fait un grand tour, dans la tradition, dans le respect de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. Malheureusement, on n'a pas de temps pour dire plus que ça. D'entrer dans les détails, mais c'est déjà bon à savoir, hein, c'est bon à savoir. Oui, mais comment on gère l'après-Ramadan? Oui, bon, l'après-Ramadan, c'est la conséquence du Ramadan. C'est-à-dire qu'on a eu une formation spirituelle qui doit avoir maintenant des répercussions après le Ramadan. C'est-à-dire continuer le jeûne, les actes de dévotion, la générosité, le partage, la solidarité. Et puis surtout, penser qu'on doit évoluer spirituellement. Autant on compte évoluer matériellement, il faut se dire qu'on ne doit pas reculer dans la spiritualité. Donc on doit aller de l'avant, on doit continuer à jeûner. Les jeunes surrogatoires sont là. Voilà, on doit continuer à partager, à donner. Et puis on doit continuer à se purifier. Voilà, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide que nous retournions en terre. Voilà. Donc c'est un peu cela. Et puis bon, voilà, bonne fête à tout le monde. Merci. Surtout à la communauté de la mosquée Al-Iman, à tous ces vieux, tous ces jeunes qui sont doués à la cause de la communauté et que Allah subhanahu wa ta'ala donne à tout le monde ce qu'il souhaite de meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous entretenir sur ce sujet. Imam Yao Mohamed, bonne fête à vous et à toute votre famille. Bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et nous disons merci à Zé l'Africain pour la superbe tenue arborée actuellement. Merci de nous avoir suivis. On va se dire au revoir avec nos chantres, avec une très belle chanson. Subhanal Mawla al-Ali, Subhanal Mawla al-Ali, faminka jitna ya Rabbana wa ilayka ar-rujuu. سبحان المولى العلي سبحان